Bonjour à tous, bienvenue dans ce live des journées 4.0 carrière et formation consacrée au métier de l'enseignement, de la fonction publique et des ressources humaines. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau 3 intervenants qui sont là pour vous parler de leur métier, de leur quotidien, des points forts, des points faibles. On est là pour vous aider à vous orienter dans vos études. Vous allez pouvoir poser des questions et qui sait, peut-être trouver le métier de vos rêves. Alors, on va faire connaissance avec nos invités dans un instant. Messieurs, je vous invite à enlever vos masques. Vous avez des gels à disposition. Et donc, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir poser des questions. C'est vraiment le but de ces lives. Rendez-vous tout simplement sur la page Facebook M2A. Et nos modérateurs sont là. Ils prennent les questions dès maintenant. Et après une présentation de nos invités, on répondra à toutes vos questions. Alors, Jean-Marc, bonjour. Bonjour Caroline. On va parler ensemble des métiers de la fonction publique, mais aussi des ressources humaines. Vous êtes chef de recrutement au sein de M2A, vous embauchez de futurs fonctionnaires. Quelles sont les qualités pour être un bon recruteur ? Alors c'est parfois assez difficile à vous donner ça succinctement, mais je pense que la première qualité d'un recruteur, c'est la capacité d'écoute, parce qu'on écoute avant tout un candidat pour pouvoir le connaître. Mais il y a aussi la connaissance des métiers pour lesquels on recrute qui est primordiale. Et puis, il faut de la technique. Il n'y a pas de secret. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des questions à poser, d'autres à éviter. Une mécanique. Paul, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de physique-chimie depuis 17 ans. Est-ce qu'on est encore passionné par son métier au bout de 17 ans ? Oui, bien sûr, toujours passionné. C'est un métier riche en rencontres, riche en événements, un quotidien qui va être très très varié. Donc oui, toujours passionné, bien sûr. Et vos élèves vous découvrent sans masque pour la première fois. Pour la première fois. C'est magique. Gilles, bonjour. Alors vous êtes Bonjour. Directeur au Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Donc vous accompagnez les petites collectivités dans le recrutement. Vous préparez aussi les concours pour être de futurs fonctionnaires. Si j'ai envie d'être jardinier, pourquoi je choisis d'exercer plutôt dans la fonction publique que dans le privé ? Bien parce que c'est tout d'abord un emploi qui vous permettra d'exercer votre métier que vous avez appris, mais auprès d'un employeur local, au service de la population, de vos concitoyens et en contact avec les élus locaux. J'ai hâte de découvrir votre quotidien à vous tous. Vous avez des questions à poser, c'est très simple. Nos modérateurs sont là sur la page Facebook M2A. Ils notent vos questions et on les pose à nos invités dans un instant. Alors Jean-Marc, on va voir ensemble votre métier de recruteur, on va aussi voir la variété des métiers de la fonction publique. Mais avant ça, Gilles est venu avec une petite vidéo très ludique pour nous expliquer tout simplement ce que c'est qu'être fonctionnaire. La fonction publique en France, c'est plus de 5 millions de personnes. Il y a la fonction publique d'État, 2 200 000 personnes, dont la moitié dans l'éducation nationale. La fonction publique territoriale, les agents des collectivités locales, 1 900 000 personnes. Et la fonction publique hospitalière, 1 100 000 personnes. Alors c'est quoi le statut des fonctionnaires ? On va essayer de faire simple car c'est très vaste. Déjà, c'est un statut qui date de la sortie de la guerre en 1946 et qui a été complété en 1983. Il faut savoir que jusqu'en 1946, la fonction publique, elle était politisée, elle était utilisée par le pouvoir. Si les fonctionnaires ont ensuite été protégés, c'est pour éviter leur instrumentalisation, mais aussi la corruption. Sont-ils protégés par un emploi à vie ? Alors précisément, un fonctionnaire a un droit à faire carrière. Il n'est pas écrit qu'il a un emploi à vie car il n'en est pas propriétaire. Si son emploi disparaît, le fonctionnaire change de service, d'emploi ou il est muté. Après, s'il commet une faute professionnelle grave, il peut être licencié. C'est vrai que ce n'est pas fréquent, quelques dizaines de cas seulement par an. Signalons que 20% des effectifs de la fonction publique sont des contractuels et leur contrat peut s'arrêter. Le recrutement se fait par concours dans la plupart des cas. Le casier judiciaire doit être vierge. Le concours sert théoriquement à avoir les meilleurs éléments et aussi à éviter le favoritisme. Les fonctionnaires ont des obligations. Impossible de cumuler ces fonctions avec d'autres activités, sauf pour certains métiers. Obligation de respecter le secret professionnel, devoir d'obéissance à la hiérarchie, obligation de moralité, de probité, de neutralité et devoir d'informer le public. En fait, pour les fonctionnaires, ce qui est important, c'est le statut particulier du corps auquel ils appartiennent. Et il y a de grandes différences entre les 350 corps existants.
350 corps existants. Je crois qu'on n'aura pas assez d'une heure pour en parler. Alors Jean-Marc, on démarre ensemble. Donc vous recrutez pour la ville de Mulhouse, pour les communes de M2A. Vous avez par contre fait plutôt des études de finance et de gestion. Et alors le hasard fait que vous êtes en remplacement au service ressources humaines pour votre premier poste et c'est le déclic. C'était quoi ce déclic ? Oui, effectivement, moi je suis issu d'une formation finance et comptabilité. C'est un peu loin des ressources humaines. Mais le déclic s'est fait parce que c'est un domaine dans lequel les relations humaines sont absolument primordiales, mais qui nécessite aussi beaucoup de rigueur, parce qu'on traite de l'humain, justement. Et c'est cet alliage des deux qui m'a vraiment interpellé et qui m'a fait changer de voie, tout simplement, puisqu'après je ne suis jamais revenu dans la compta et dans les finances. On verra ensuite ce que c'est qu'être un bon recruteur, mais il y a aussi tout cet aspect variété des métiers de la fonction publique. Alors vous êtes venu avec un petit film et vous aviez envie de nous donner effectivement une illustration de ce panel des métiers de la fonction publique. On va le regarder. On va pouvoir voir, c'est un film qui a été réalisé par notre service communication et qui vous donne un bref aperçu des nombreux métiers qui existent dans la collectivité. Alors évidemment, nos métiers sont principalement en lien direct et immédiat avec les services à la population. C'est notre vocation, c'est notre raison d'être. Donc on y trouve les métiers de la propreté, vous voyez là les collègues de la collecte des ordures ménagères, de la maintenance des véhicules. Les métiers de la propreté, de la sécurité, on a l'éducation, l'animation, la culture, le sport, le cadre de vie. Tout ça, ce sont des choses qui sont bien présentes et qui sont bien vues par les citoyens et les habitants. Mais en plus de ça, nous avons aussi beaucoup de métiers qui sont moins connus du grand public. Alors ça peut correspondre aux missions support en back-office, comme les ressources humaines par exemple, les finances, les affaires juridiques, le social, et puis aussi des métiers très techniques, comme la production d'énergie. On verra quelques images, je crois, de notre centrale thermique, la production d'énergie, la maintenance des véhicules, on l'a déjà vu, la maintenance des bâtiments, ou la conception de projets en bureau d'études. Et cette diversité de métiers fait que les voies d'accès pour obtenir ces emplois sont très variées et vont bien au-delà du traditionnel concours de la fonction publique dont on a parlé. On est, comme beaucoup d'employeurs, à la recherche de personnes qui ont la bonne formation, c'est-à-dire adéquate et de qualité, et puis aussi qui a cette motivation de rejoindre le service public, parce que ça, c'est primordial. C'est un état d'esprit. Et donc vous êtes ce responsable RH des ressources humaines, vous recrutez tous ces profils. Finalement, c'est quoi les qualités d'un bon recruteur? Alors, je l'ai un peu amorcé tout à l'heure. L'écoute, c'est absolument primordial. On essaye quelque part, même si le terme n'est peut-être pas très joli, de juger une personne pour savoir si elle correspond à vos besoins en tant qu'employeur et si elle va réussir à s'intégrer. Parce qu'un employeur, c'est avant tout un environnement social. Et pour ça, il faut connaître la personne, il faut la faire parler et surtout, il faut l'écouter une fois qu'on a réussi à la faire parler. Il faut savoir dire non. Oui. On n'embauche pas tout le monde. On dit beaucoup plus souvent non que oui. Alors, ce n'est pas toujours la partie la plus facile du métier, mais c'est comme ça. Parce que parfois, on dit non à des personnes de grande qualité, qui ont des qualités humaines ou professionnelles importantes, mais où, raisonnablement, on doit faire un choix. Et c'est ce que je dis aussi parfois, c'est un processus discriminatoire, pas au sens négatif du terme, mais dans le sens où il faut arriver à dégager, quand vous avez un poste à pourvoir, même si vous avez 3, 4, 5 candidats de bonne qualité, vous ne recruterez qu'une personne. Et donc là, on se met dans vos baskets, c'est pas toujours évident. Non. On va revenir bien sûr sur les parcours, sur les études, mais rapidement, le meilleur chemin, le meilleur bagage pour être recruteur, c'est quoi? Alors, actuellement, il existe quand même des cursus universitaires qui sont très bien conçus, avec des licences RH, souvent des licences pro qui peuvent être faites en alternance, et vous avez des formations en Master 2, gestion des ressources humaines, où effectivement, je le dis quand même d'emblée, l'alternance, en tout cas à mon niveau, moi en tant que recruteur, est très appréciée. Parce que je vous l'ai dit, il faut de la méthode, il faut de la rigueur,
Mais le vécu et l'expérience qu'on peut grappiller lors des formations en alternance est absolument primordial. Le terrain, c'est valable pour tout. Tout alors, vous avez envie d'en savoir plus sur ce métier de recruteur ou alors sur les différents métiers de la fonction publique? C'est possible. Posez-nous vos questions et nos interlocuteurs vont vous répondre en deuxième partie d'émission. C'est où? C'est sur la page Facebook M2A, tout simplement. Pour continuer, on va chausser nos blouses de physique-chimie en compagnie de Paul pour parler de ce fabuleux métier de professeur. Alors, vous avez toujours voulu enseigner, même quand vous étiez encore au lycée. C'est génial. Oui, effectivement. Alors, j'ai eu cette chance avec mes amis au lycée de pouvoir un petit peu travailler, d'organiser des révisions entre nous. Et puis, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et puis, c'est mes camarades aussi qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit oui, c'est fait pour toi, cette volonté de transmettre, de travailler avec les autres. Voilà. C'est la passion d'une matière, mais c'est surtout la passion de la transmettre finalement. Oui, c'est vraiment les deux. La passion d'une matière qui, suscitée par les enseignants qu'on peut rencontrer lors de sa formation. Et puis, évidemment aussi cette envie de transmettre et de voir que le contact passe bien et que ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, vous avez envie d'être cet enseignant qui donne envie. Ça vous plaît de revoir d'anciens élèves ? Ah oui, c'est vraiment formidable quand on a l'occasion comme ça de les revoir quelques années après, de se rendre compte de l'évolution du parcours, de ce qu'elles et ce que sont devenus au fur et à mesure. C'est gratifiant et puis on est fiers d'eux et puis on est heureux pour eux. Ouais. Ça fait partie des plaisirs. Alors c'est primordial. On sait qu'il y a des moments difficiles où on en parlera évidemment. Vous nous donnerez les clés pour passer outre ces moments pas évidents. Alors finalement, pour être professeur, il y a plein de chemins possibles. Et alors vous en aimez un en particulier, c'est pas la voie royale, c'est ce chemin de la reconversion. Voilà, oui, tout à fait. Alors, il y a la voie royale, c'est vrai, on en parlera. Mais cette reconversion qui, quand à un moment on se pose certaines questions, on se dit, tiens, pourquoi pas l'enseignement? Et il y a énormément de possibilités pour accéder à cette vocation d'enseignant, vocation tardive. On est encore dans les études et on change d'avis, ou on est déjà devenu professionnel et on change d'avis? Ça peut être les deux finalement. Ça peut être les deux finalement. Bien dans le micro. Oui, bien sûr. Ça peut être les deux. Certains qui vont se poser la question étaient plus partis dans un cursus universitaire très très classique et finalement se dire pourquoi pas l'enseignement, ou alors au contraire on a déjà terminé ses études, peut-être même inséré professionnellement et on se dit pourquoi pas l'enseignement, et là il y a des possibilités, pourquoi pas faire des remplacements courts, des remplacements longs, se rendre compte. Et alors par contre, la voie royale vous amène quelque chose qui est primordial d'avoir, c'est toute cette pédagogie, apprendre à apprendre finalement, apprendre à enseigner. Ouais. Absolument, et ça c'est un véritable plus, vraiment des choses qui sont mises en place ces dernières années qui n'existaient pas auparavant dans les cursus très classiques. Alors au départ, faire une licence dans un domaine de prédilection, pour ensuite pouvoir s'engager dans un master d'enseignement, donc on appelle ça le master MEF. Celui-ci va vraiment préparer les étudiants et futurs enseignants à apprendre. Il y a des stages de pratique accompagnés. Vraiment, c'est quelque chose de... On ne croise pas les élèves, mais on est formé, on est armé, en tout cas, pour leur apprendre. On est armé, et puis on va même pouvoir croiser des élèves déjà en cours de formation. Ce qui, par le passé, il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas forcément le cas. Pas possible. Ouais. C'est quoi être un bon prof ? Alors, je reprendrai une qualité qu'a cité mon collègue tout à l'heure, l'écoute. Alors, l'écoute, évidemment, c'est primordial. Être à l'écoute, à l'écoute des besoins, à l'écoute des attentes des élèves, et je dirais tout particulièrement dans le contexte, ça résonne encore de manière particulière dans notre contexte sanitaire actuel, évidemment. L'écoute, c'est vrai que c'est important. On a parlé de la formation tout à l'heure, je crois que c'est vraiment indéniablement un plus, ça c'est certain. Et vous me parliez en préambule de la constance de l'humeur, et ça j'ai trouvé ça génial. Voilà, il ne faut pas avoir des sauts d'humeur. Voilà, c'est ça, constant et juste. Un peu d'humour aussi, ça aide. Vous avez des questions à poser à Paul, vous avez des questions à poser à Jean-Marc, c'est possible, on vous attend sur la page Facebook M2A, nos modérateurs sont là, ils prennent vos questions, et on fait la connaissance de Gilles, et on y répond tout de suite après. Gilles, à vous, alors avec ce centre de gestion de la fonction
public territorial, en fait, vous êtes présent régulièrement sur les salons des carrières qui n'ont pas lieu cette année, mais qu'on remplace avec ce live. Pourquoi c'est important d'aller au-devant des jeunes et de leur dire on est là, il y a la fonction publique, on recrute? En fait, c'est important à deux niveaux, hein, parce qu'une de nos missions est justement l'organisation de concours pour accéder à la fonction publique territoriale, mais aussi plus largement d'assister et d'accompagner les collectivités locales dans leur recrutement. Donc, la première mission, c'est de faire connaître la fonction publique territoriale à tous ceux qui seraient éventuellement intéressés pour y accéder, ou ceux justement qui ne la connaissent pas, mais qui ont une qualification, une formation, et pour laquelle il existe des débouchés dans la fonction publique, et la fonction publique territoriale en particulier. Mais c'est aussi important pour les employeurs, les recruteurs, de pouvoir essayer de contribuer à répondre à leurs besoins en orientant, en faisant accéder des agents, des candidats qui deviennent des futurs fonctionnaires. Oui, et on est entouré de ces fonctionnaires et on n'en a pas toujours conscience. Et surtout, c'est un domaine qui va recruter beaucoup. Il y a beaucoup de départs à la retraite dans les prochaines années. Effectivement, la structure un petit peu des effectifs aujourd'hui fait que d'ici l'horizon notamment 2030, il y aura une partie importante des fonctionnaires, notamment dans la fonction publique territoriale, qui sera amenée à faire valoir ses droits à la retraite, mais d'une manière, j'allais dire, quand même assez régulière. Il y a des besoins constants en recrutement, alors qui peuvent varier là aussi selon les différents domaines, les différents métiers. Comme on l'a vu avant, on a à la fois du recrutement dans le technique, dans le social, dans l'animation, le sport, etc. Donc des besoins qui peuvent varier selon, même de manière temporaire au cours de l'année, mais aussi selon les périodes en fonction de l'activité et des missions des collectivités. Quand on préparait cette émission, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous me disiez. C'est important d'avoir un état d'esprit et un état d'esprit citoyen finalement. La vocation première, j'allais dire, du fonctionnaire ou de l'agent public, même s'il n'a pas ce statut, qui travaille dans une administration ou dans une collectivité, eh bien c'est justement de travailler pour le service public, pour l'intérêt général, donc au bout du compte, pour la population, pour tous les concitoyens. Et l'avantage d'être en secteur territorial, c'est qu'on est très proche des citoyens, mais on est aussi très proche des décideurs, puisque certaines communes sont très petites. Tout à fait. Alors évidemment, ça dépend un petit peu de la taille de la collectivité, mais il y a cet aspect assez prégnant qui est pour les agents souvent d'être en contact direct avec la population, dans des différents domaines, voilà, dans une mairie, les services de l'état civil. Vous disiez, les espaces verts, on voit tout de suite, on voit son travail accompli, et on voit les citoyens qui sont contents. Voilà, oui. Il y a un effet de retour immédiat. Absolument. Et à l'inverse aussi, le fonctionnaire, selon ses fonctions, sera amené à travailler directement avec les décideurs, avec les élus locaux, le maire, le conseil municipal dans une commune, par exemple. Ça valorise énormément. Voilà, et il va contribuer soit à faire des propositions aux décideurs, soit évidemment à mettre en œuvre leurs décisions. Ouais. Il y a cette notion de sécurité de l'emploi qui est une espèce de point commun. On se dit la fonction publique, je la choisis parce qu'il y a la sécurité de l'emploi, et là vous nuancez beaucoup. Tout le monde nuance beaucoup. Ouais. Alors, en fait, effectivement, on l'a déjà vu un petit peu dans le petit film. Certes, il y a un droit au déroulement de la carrière qui offre un certain nombre de garanties, évidemment. Mais pour autant, il faut quand même savoir que ce n'est pas une garantie absolue, puisqu'il peut arriver un certain nombre d'hypothèses qui peuvent amener à ce qu'il soit mis un terme à la fin de la carrière. Alors bon, ça peut être des motifs d'ordre disciplinaire, liés au comportement, la manière de servir de l'agent, mais aussi malheureusement à des questions liées à l'aptitude physique qui parfois peuvent mettre un terme anticipé à une carrière en tant que fonctionnaire. Bon, on vous sent en tout cas très passionnés tous les trois, et je vois que des questions sont déjà là, et donc je me réjouis de les poser. C'est maintenant qu'on va répondre à vos questions. Alors, on va voir pour qui sera la première question. Quelle filière suivre pour la licence, puis le master MEF, ou tout simplement où trouver cette formation en Alsace?
Oui. C'est pour Paul. C'est pour moi, oui, effectivement. Alors cette question, une licence, un master, la licence c'est évidemment dans les universités, Université de Haute-Alsace, Université de Strasbourg, selon la discipline qui va être choisie, si on est plus tourné vers les lettres ou vers les langues ou vers les sciences, il y a différentes spécificités, différents parcours, mais en tout cas, voilà les deux grandes universités avec les différents sites de Haute-Alsace et puis de Strasbourg permettent de proposer un très très large panel de licences. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de suivre une licence de sciences physiques à l'Université de Haute-Alsace. J'en garde un souvenir extraordinaire et une grande motivation de mes enseignants, c'était formidable. C'est bien. Le Master MEF, peut-être, Ouais, juste pour préciser. Le Master MEF, alors celui-ci est en fait dispensé par des instituts supérieurs du professorat qui s'appellent les INSPE. Il y a très longtemps, on appelait ça l'IUFM. Et souvent, ça se passe vraiment en lien avec les universités, encore pour une bonne partie. D'accord, d'accord. Merci Paul. Pour qui sera la question suivante? Faut-il faire une filière sciences de l'éducation pour être enseignant? Alors, à nouveau une question pour moi, je suppose. Oui. Sciences de l'éducation, alors c'est une voie parmi d'autres. Tout va dépendre évidemment, est-ce qu'on a envie d'aller plutôt dans le premier degré, maternel et élémentaire, ou dans le second degré? Également, si on choisit plutôt l'enseignement général, l'enseignement technologique ou professionnel, la licence sciences de l'éducation est une possibilité, notamment pour le premier degré, sans que ce soit la voie exclusive. Pour les matières différentes, technologiques, professionnelles ou générales, une licence dans la discipline ou qui s'en approche, c'est vraiment très très conseillé. C'est quand même plus conseillé. Ah oui. Ouais. Merci Paul. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Quelle rémunération quand on travaille en RH? Ça, c'est pour Jean-Marc. La question qui intéresse tout le monde. Combien on gagne? Oui. Eh bien, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable parce que les ressources humaines, ce n'est pas quelque chose de monolithique. Vous pouvez être assistant RH, par exemple, où en général, la rémunération, surtout en début de carrière, n'est pas très élevée. Elle doit être à 10-15% au-dessus du SMIC. Comme vous pouvez être cadre dans les ressources humaines, ce qui est mon cas. Et ça va beaucoup varier aussi en fonction du type d'organisation, collectivité ou entreprise dans laquelle vous allez travailler. Déjà parce que le secteur privé et public n'ont pas forcément les mêmes grilles de salaire, ça tout le monde le sait, mais aussi parce que plus une DRH va être importante, plus forcément il va y avoir des spécialisations et il va y avoir des fonctions différentes. Et même au sein de la fonction RH, quand vous êtes dans une petite structure, vous allez être très polyvalent, vous allez faire de la paye, vous allez faire de la gestion de contrat, vous allez faire peut-être du recrutement, alors que dans une très grosse structure, par exemple comme la nôtre, chez nous, il faut savoir que la DRH compte à peu près 50 personnes. Donc là, vous allez être très spécialisé. Il y a des gens qui vont ne faire que de la paye, il y a des gens qui vont faire que du recrutement, que de la formation. Donc ça, c'est toute une série de facteurs qui vont intervenir dans la détermination de la rémunération. Mais au plus haut, qu'est-ce qu'on peut, vers quoi on peut plus haut, alors je vais vous répondre fonction publique, un cadre administratif, puisque nous on est dans la grande famille des cadres administratifs. Un cadre administratif va être, disons plutôt en fin de carrière, vers les 3 000 € net par exemple. D'accord. Mais c'est un exemple. Peut-être pour compléter le propos de Jean-Marc, sans être trop technique, mais la rémunération d'une manière générale dans la fonction publique va être aussi fonction d'éléments statutaires comme le grade et l'emploi qu'on occupe, la catégorie, effectivement, indépendamment des fonctions qu'on peut occuper par ailleurs. Et les éléments rémunération, il y a une partie qui est définie réglementairement, ce sont les grilles indiciaires. Et bon, pour les auditeurs que ça intéresse, ils peuvent la consulter sur notre site. Mais il y a aussi une partie qui est plus individualisé, qui est le régime indemnitaire, qui va être fixé au niveau de la collectivité et qui va tenir compte de la nature des fonctions exercées, de leur niveau de technicité, de leur niveau de responsabilité. Voilà. Bon, on espère qu'on a répondu à cette question. Peut-on devenir enseignant sans concours? Alors, c'est effectivement possible. Il y a évidemment un niveau d'études minimal requis qui va être la licence, de manière générale la licence, après il y a quelques cas particuliers, c'est certain, et on peut donc s'engager dans ce qu'on peut appeler des remplacements ou des suppléances. Alors
Comment y accéder très concrètement? Ça peut être le cas pour des personnes qui ont envie de tester, qui ont envie de s'en rendre compte. Et il y a vraiment de grandes attentes. Il y a certaines matières. On cherche des remplaçants. Ah oui, on cherche beaucoup dans certaines matières comme les langues en allemand ou autres. Il y a vraiment de grandes demandes. On peut s'adresser, selon le cas, on peut s'adresser au service académique, donc au rectorat. Il y a un service qui est dédié à la gestion des remplacements pour l'enseignement public, et pour l'enseignement privé sous contrat, il s'agit de la direction diocésaine. Donc il y a vraiment une grande possibilité. Ouais, c'est possible, c'est très souple l'enseignement. Les questions arrivent et on est ravis d'y répondre. Vous venez d'arriver, vous vous demandez comment les poser. C'est très simple, vous allez sur la page Facebook M2A, on les note et on les pose en direct à nos invités. Pour qui sera la suivante? Suspense. Alors, faut-il faire Sciences Po pour travailler en RH? Jean-Marc. Non. Non. Sciences Po peut être une voie d'accès, mais elle est franchement très minoritaire. Je le disais tout à l'heure. Même dans le secteur privé? Même dans le secteur privé. Il existe maintenant... de toute façon, pour illustrer la situation, moi, les gens que je recrute à la DRH chez nous, ce sont en général des gens issus du secteur privé ou issus d'une formation universitaire en alternance qui a souvent été faite dans le secteur privé. Les recrutements en provenance d'autres administrations ou de personnes qui ont fait des formations en alternance dans le public, ce qui est possible aussi, sont assez largement minoritaires. Donc Sciences Po, c'est une possibilité, mais elle est loin d'être la seule. C'est pas la voie royale? Non. Vous avez, un petit peu comme le disait Paul, la plupart des universités proposent maintenant des cursus complets en ressources humaines qui vont jusqu'au Master 2. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au Master 2 pour travailler en ressources humaines, je le précise quand même. Et Sciences Po, non, c'est une possibilité parmi d'autres. Je dirais même que, là aussi pour rebondir sur un sujet qui a déjà été abordé, je pense qu'on peut aussi travailler en ressources humaines sans nécessairement avoir fait un cursus universitaire en ressources humaines. Dans les ressources humaines, le vécu et l'expérience personnelle peut aussi avoir une importance très grande. Et moi, dans une équipe RH, j'aime bien justement qu'il y ait ce mélange entre des personnes qui ont fait des cursus RH, parce que ça va leur donner des bases, des connaissances, des acquis techniques importants, mais avoir des personnes qui ont eu, j'allais dire, des acquis de la vie professionnelle, qui ont peut-être aussi déjà connu plusieurs métiers, ça c'est également très très important, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on est aussi là, surtout en matière de recrutement, pour appuyer nos collègues des services techniques, des services culturels, etc., dans le choix des candidats. Et quand vous avez du vécu professionnel, ça peut aider, ça aide beaucoup, c'est enrichissant, c'est extrêmement enrichissant. Et il y a d'autres aspects dans les ressources humaines, comme par exemple la formation, la mobilité professionnelle ou le reclassement, où là aussi, le vécu professionnel, le fait d'avoir eu une, deux, peut-être trois carrières différentes dans sa vie, c'est quelque chose d'enrichissant et d'important. Et c'est dans l'air du temps. Oui. C'est dans l'air du temps, on n'a pas qu'un seul métier. Non, on ne fait pas 40 ans la même chose. En tout cas, c'est très rare. Question suivante, on vous attend. Pour être recruteur, quel enseignement après le bac? Alors, on va du coup parler des filières connues, établies. Actuellement, le plus évident, c'est effectivement d'aller vers un Master 2 en ressources humaines, sachant qu'il n'y a pas de diplôme de recruteur au sens propre du terme. On a des formations en ressources humaines qui vont permettre d'aborder différents aspects des ressources humaines. Ça illustre aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des fonctions vraiment claires de recruteur, elles ne sont pas identifiées dans toutes les structures, il faut déjà avoir une certaine taille, ou alors il faut être dans une structure là plutôt privée, spécialisée, comme un cabinet de recrutement, où actuellement il y a beaucoup de sociétés par exemple qui étaient spécialisées dans l'intérim qui ont ouvert des cabinets de recrutement. Mais je peux vous assurer que même parmi ces personnes-là, puisque je les côtoie aussi professionnellement, on est loin d'avoir uniquement des personnes qui ont suivi une formation universitaire complète en ressources humaines. Donc ce sont souvent des formations certes spécialisées en ressources humaines, mais j'allais dire généralistes en ressources humaines. On vous apprend du droit social, on vous apprend effectivement des techniques
liées au recrutement, mais on va aussi vous donner un enseignement sur la rémunération, sur l'organisation de travail, parce que c'est important aussi, sur les relations avec les partenaires sociaux. Enfin, il y a beaucoup d'autres aspects. Elles sont professionnalisantes, c'est-à-dire qu'il y a de l'alternance aussi? Oui, l'alternance se pratique de plus en plus souvent avec des alternances. Alors ça peut être de l'apprentissage, ça existe. Ça peut être des alternances comme le connaissent certains masters avec des stages longs qui ont effectivement un grand intérêt, c'est de vous plonger dans le vif du sujet, le terrain. Le terrain. Et souvent, qui vous permettent d'ouvrir des portes sur un premier emploi, sur au moins un CDD pour continuer son stage, et qui permettent d'étoffer son CV et d'améliorer son opérationnalité. Oui. Voilà. Une autre question arrive, je la vois. Combien de temps passe un enseignant à préparer des cours? Mais non, il ne prépare pas. On prépare. Si. On prépare, oui, bien sûr. Alors, évidemment, ça va être variable. Il y a des périodes toutes particulières où l'investissement en temps va être plus conséquent. C'est quoi, en début de carrière, on a la sensation de devoir préparer plus? Oui, alors en début de carrière, forcément, tout est à construire, même si souvent on bénéficie de l'aide des collègues, de l'expérience des personnes qui sont déjà là, et ça c'est aussi très très enrichissant. Il y a aussi, au gré des réformes, des changements de programme, de niveau ou autre, il y a évidemment, je dirais comme dans tout métier, il y a une forme de préparation. On ne ressort pas ces cours de l'année d'avant? Alors on peut ressortir évidemment une base, ça c'est évident, hein, c'est certain, mais il y a toujours des petites choses qu'on va adapter, on va peaufiner, on va changer, ça s'est bien passé, ou au contraire quelque chose qui a moins bien fonctionné, on va essayer de modifier. Et donc combien de temps? Pardon? Tous les jours, c'est combien de temps? Alors, si on réduit à la journée à la journée, tout dépend de l'organisation des uns et des autres, mais voilà, ça peut bien consacrer 1 à 2 heures quotidiennes en grande moyenne. Ouais. Voilà. On en a des questions à poser à ces professionnels. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment le moment. Ils vous écoutent, ils répondent à vos questions sur la page Facebook M2A. Pour qui sera la suivante? Peut-on faire le Master MEF à Mulhouse? Paul, alors oui, c'est pour vous. Je pense effectivement. Alors autant la préparation jusqu'à la licence selon les spécialités vers lesquelles on veut s'engager, on va pouvoir fonctionner sur Mulhouse. Par contre, pour le master MEF en particulier, comme il est en lien avec les INSPE, donc ces instituts supérieurs du professorat, ce sont des choses qui vont plutôt se passer sur Strasbourg pour le second degré, mais il y a également des choses qui existent sur Mulhouse selon les disciplines. D'accord, donc il y a en partie quand c'est à cheval entre les deux villes. Tout à fait, pour le premier degré, il y a aussi d'autres sites comme le site de Célestat par exemple pour l'INSPE. D'accord, merci. Qui veut savoir quoi? Ah, où trouver les avis de concours? Ça, c'est pour Gilles. Oui. Alors en fait, nous, sur le site du centre de gestion, cdg68.fr, vous allez trouver le calendrier des concours qui va vous indiquer bien justement notamment les périodes d'inscription, puisque de manière générale, alors, que ce soit concours de la fonction publique d'État ou territorial, il y a toujours une période d'inscription au cours de laquelle il faut faire les démarches pour s'inscrire. Donc c'est important d'en prendre connaissance parce que ça peut être dommage de la manquer, sachant que, comme je le disais, le rythme d'organisation des concours n'a pas lieu forcément tous les ans, hein, ça peut être tous les 2 ans selon les cas. Et puis, donc, autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un concours n'est pas forcément organisé tout le temps à la même période au cours d'une année. Brouiller les pistes. Voilà, et ça ne suit pas non plus forcément le calendrier d'une année scolaire ou d'un cursus universitaire, hein, par exemple. Hein, les profils sont variés. Voilà, puis les opérations de concours sont des opérations parfois assez longues, donc elles sont organisées tout au long de l'année. Donc, mais vous pourrez trouver sur notre site la période d'inscription, les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir s'inscrire, et ensuite la date prévisionnelle des premières épreuves. On le redonne rapidement comme ça. Donc cdg68.fr, rubrique concours. Tout simplement. Question suivante.
Alors, les notes de première et de terminale sont-elles importantes pour la suite des études? Tout le monde pourrait y répondre. Qui a envie de se lancer? Monsieur le professeur d'abord, peut-être? On peut, effectivement. Alors, doublement concerné. Oui, à double titre, absolument, Ouais. ouais, tout à fait. Alors, les notes en tant que telles, bien sûr, mais je dirais également les remarques, tous les engagements qui sont l'investissement de chaque élève pour sa formation. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Oui, c'est un tout. On ne réduit évidemment pas les élèves à une succession de notes, et ça, il faut vraiment bien le retenir, même si à un moment, il y a aussi certains éléments très, très concrets à prendre. Ça peut traduire la motivation aussi, mais c'est pas l'unique critère. C'est vraiment un tout, oui. Ouais, oui. ouais. Et alors pour Gilles et Jean-Marc, peut-être en tant que recruteur, est-ce qu'on remonte à un moment donné aux notes de première et de terminale? Pour être honnête, le seul cas où, pour ma part, je suis amené à demander des bulletins, c'est encore ça, c'est quand on recrute des apprentis. D'accord. Effectivement, on a l'habitude, nous, mais ce n'est pas une obligation, hein, c'est vraiment une décision de l'employeur, on a l'habitude de demander les bulletins des 2 dernières années avant l'apprentissage pour des jeunes qui sont vraiment en sortie de cursus scolaire, parce qu'on peut faire aussi de l'apprentissage après avoir déjà interrompu ses études et reprendre par la voie de l'apprentissage. Tout simplement parce que quand vous avez 18 ans, que vous n'avez été qu'au lycée en termes de CV, bon, évidemment, vous avez pu faire des jobs d'été, des choses comme ça, mais on essaye de voir un petit peu, puis c'est pas que les notes, c'est les remarques aussi sur les bulletins qui sont intéressantes. Mais sinon, quand on est vraiment sur un recrutement, on ne va pas remonter jusque-là. Oui. Ça, c'est clair. On ne va pas demander les notes. On va s'intéresser au diplôme et au cursus scolaire, ça c'est sûr. Mais les notes, non. On n'a jamais demandé de notes. Oui. Préparation au concours. Non, là je rejoins ce que dit Jean-Marc, hein, que ce soit alors, dans le cadre d'un concours, oui, la possession d'un diplôme est parfois exigée pour se présenter à un concours externe notamment, mais voilà, ça s'arrête là. Il faut justifier puisque par définition après il va falloir passer d'autres épreuves dans le cadre du concours, et de manière générale au niveau des recrutements, même pour quelqu'un qui est déjà lauréat de concours, on va tenir compte de sa qualification au regard du poste qui est à pourvoir, mais ensuite, comme on le disait un petit peu avant, mais on va aussi un petit peu examiner davantage la personnalité du candidat par rapport aux fonctions exercées, à l'équipe à intégrer, etc. Donc on ne remonte pas aussi loin dans le cursus. Des qualités qui ne se traduisent pas toujours dans les notes. Et tant mieux, d'ailleurs. J'ai juste peut-être un petit point de détail qui n'est pas toujours connu des personnes. Quand on réussit un concours dans la fonction publique territoriale, le lauréat de concours doit chercher un employeur. Contrairement à la fonction publique d'État, où quand on réussit un concours, on a des propositions, des listes d'affectation possibles. Et là, pour le coup, tout le cursus scolaire et tout le vécu professionnel qu'on peut avoir, c'est primordial parce que si moi je cherche un contrôleur de gestion, c'est par exemple un emploi de la catégorie A de la fonction publique, j'ai peut-être des gens qui vont avoir le concours d'attaché qui correspond, mais entre un juriste et quelqu'un qui a une formation en contrôle de gestion, mon cœur va pencher un peu vers la personne qui a exactement la formation recherchée, même si les deux peuvent avoir le concours. Okay. Voilà. On est dans le vif du sujet avec ce live et je suis sûre que vous avez encore plein de questions. Elles arrivent, on les voit. C'est très simple, vous ne savez pas comment faire. Vous allez sur la page Facebook M2A et on les note, on les diffuse et on y répond en direct. Voilà, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Alors, quelles sont les missions d'un RH? Quelles études? On y revient. Les missions, c'est... Alors, les missions, c'est... pareil, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Tout va dépendre de la taille, de la structure dans laquelle on exerce. Quand on est dans une PME ou dans une petite collectivité, on va être très polyvalent. On va faire un petit peu de tout. On fait de la paye, on va recruter, on va faire les contrats, on va s'occuper des conditions de travail. Voilà, c'est combien de salariés à peu près moi, je dirais jusqu'à 100-200 salariés. Ah oui, quand même. Ouais. La fonction RH, ce n'est pas forcément une fonction qui est très, très représentée. Vous savez, c'est des métiers en back-office où on se dit on va faire des petites économies dessus. Donc, jusqu'à 100-200 salariés, il faut être très polyvalent. Au-delà, on commence à avoir de la spécialisation qui apparaît et
on peut avoir effectivement, on peut être spécialisé dans la paye, dans le recrutement, dans la formation, dans les conditions de travail, dans la gestion des contrats. Et plus on va monter en strate dans des gros employeurs, et plus on va être très spécialisé. On peut avoir des missions, je vais vous donner un exemple, chez nous on a un chargé de mission pour le handicap. Donc c'est quelqu'un qui va suivre spécifiquement les travailleurs handicapés au sein de la collectivité, qui va s'occuper de conventionner avec les organismes qui versent des subventions, qui va s'occuper de suivre les conditions de travail, l'attribution du bon matériel, le suivi médical, etc. Le recrutement aussi? Le recrutement aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des formes particulières de recrutement pour les travailleurs handicapés. On n'est pas rentré dans les détails parce que c'est vraiment très très pointu. Mais c'est génial. Mais on peut, par exemple, quand on est travailleur handicapé, avoir une dispense par rapport à la possession d'un concours. Et on peut avoir des aménagements dans le fait de passer un concours. Donc voilà, plus on va monter, plus on va avoir cette spécialisation et on va avoir des fonctions. Là, c'est compréhensible, une petite structure ne va pas pouvoir avoir un chargé de mission travailleur handicapé. Une grosse structure va pouvoir se le permettre. Oui. Et alors pour revenir à la formation, c'est un peu ce qu'on disait. Il y a la voie royale et puis il y a l'expérience et tester d'autres métiers avant. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme question encore? Alors, pour le public ou pour le privé, le concours d'enseignant est-il le même? Alors, il y a Monsieur Concours et Monsieur Enseignement. On demande à Monsieur Concours d'abord, peut-être? Est-ce que vous... Oui. En fait, donc là, de manière générale, pour accéder à la fonction publique et donc à l'éducation nationale et au corps de professeur, le principe c'est de passer un concours. Là, très honnêtement, pour l'enseignement privé, là, je ne pourrais pas vous répondre. Je suis tenté de dire que, à l'instar de la différence fondamentale de recrutement entre le privé et le public, il y a également cette même différence. Mais là, peut-être que Jean-Paul pourra nous en dire plus. Donc, vous enseignez dans le privé, Paul? Oui, absolument, oui. Alors, c'est évidemment, pour rebondir sur ce qu'a dit Gilles, c'est tout à fait ça. Le concours va être techniquement le même, c'est-à-dire les épreuves vont se passer de la même manière, au même moment, etc. C'est au niveau de l'inscription qu'il va falloir faire un choix, bien sûr. Et en ce qui concerne le nombre de postes alloués, eh bien, il y a un nombre de postes alloués pour l'enseignement public et un nombre de postes alloués pour l'enseignement privé sous contrat à part. C'est vraiment deux mises à disposition de postes tout à fait différentes. Et quand on fait son choix, on peut changer d'avis? Alors, une fois que le choix est fait? Alors, une fois que le choix est fait, il est fait. Donc les épreuves seront les mêmes, elles se passent dans les mêmes lieux de concours, que ce soit pour les épreuves écrites ou les épreuves orales et pratiques, mais quand le choix est fait, il est fait. Voilà. Matière à maîtriser absolument pour le Master MEF. Paul. Alors, le Master MEF, il y a tellement de Master MEF différents, voilà, selon les disciplines qu'on va choisir, alors que ce soit pour devenir enseignant dans le premier degré ou le second degré. Et évidemment, dans le second degré, c'est un peu plus facile. On va se dire, pour devenir enseignant, par exemple, en allemand, on se dit, il va falloir maîtriser, avoir une licence d'allemand. Voilà, ça, c'est des choses très simples, les contenus disciplinaires très évidents. Donc, je dirais d'abord ça, pour le Master MEF, vers le métier d'enseignant qu'on souhaite choisir, vers la spécialisation qu'on souhaite choisir, c'est évidemment d'abord ces compétences-là. Et pour l'enseignement au premier degré, on va pouvoir être un petit peu plus large, que maternelle, ce soit primaire, voilà, les sciences de l'éducation, mais une licence disciplinaire également, sachant que là aussi, le Master MEF se chargera d'apporter les véritables armes et les véritables atouts pour réussir le concours de recrutement. Il y a une vraie formation. Quelles sont les missions et les métiers dans les RH? On y a déjà un petit peu répondu, mais on peut... les missions, alors je vous les ai listées tout à l'heure, les missions principales, je vais reprendre un peu notre organigramme, puisque on représente assez bien les choses. Donc il y a évidemment le recrutement, ça c'est normal, je me sers le premier. La formation, ça c'est primordial aussi, en particulier chez nous. Interne, donc? La formation interne. Oui, quand je parle de formation, on n'est pas un organisme de formation, mais on a à la fois l'obligation légale de former nos agents. Un électricien, on ne peut pas le laisser sortir s'il n'a pas l'habilitation voulue. Un conducteur poids lourd, s'il n'a pas sa FIMO à jour, etc. Et pour une évolution interne aussi? Et pour l'évolution interne. Et c'est d'ailleurs, on collabore beaucoup avec le centre de gestion.
parce que une des méthodes, un des moyens pour évoluer en interne, c'est aussi de passer des concours. On peut déjà être fonctionnaire et passer des concours ensuite pour évoluer de façon plus rapide. Et ça, vous en occupez de ces formations? Donc tout ça, c'est géré en interne. Il y a évidemment la fonction paye. Alors je dis évidemment, c'est vrai que le centre de gestion assure aussi cette prestation pour les petites collectivités, parce qu'on peut facilement comprendre qu'une collectivité qui compte 20 ou 30 agents ne va pas se doter d'un logiciel paye, etc. etc. Mais dans des grosses structures comme la nôtre, oui, on traite toute la fonction paye de A à Z. Vous avez chez nous la gestion des carrières, c'est quelque chose de fondamental. Alors c'est une gestion des carrières, c'est une gestion administrative des carrières. Je le précise parce que un conseiller en orientation professionnelle, ça existe aussi, mais ce n'est pas le même métier. La gestion des carrières, c'est parce que le statut de la fonction publique est assez complexe, nécessite beaucoup d'actes juridiques. Quand, j'allais dire, chaque événement de carrière dans la carrière d'un fonctionnaire nécessite un acte juridique. Et puis, on a plusieurs statuts. On a beaucoup parlé des fonctionnaires, mais il y a tous les agents publics qui ne sont pas fonctionnaires. On a aussi un petit peu de personnes qui ont un statut de droit privé. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a par exemple les apprentis ou ce qu'on appelle certains contrats aidés qui sont financés par l'État. Donc on a des statuts très très différents. Il faut gérer cette multiplicité de statuts au sein d'une même structure, ce qui est jamais évident. Et puis après, vous avez tous les projets transverses qui peuvent exister. C'est des notions comme la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la gestion d'un système informatisé des ressources humaines, les relations avec les partenaires sociaux. Quand vous êtes comme nous, 3000, vous avez des organisations syndicales avec lesquelles on discute, avec lesquelles il y a des instances paritaires dans lesquelles l'employeur et les syndicats sont représentés. Tout ça, ça se gère tout au long de l'année. Donc il y a quand même énormément de missions très différentes qui peuvent être soit très distinctes dans les grosses structures, soit assumées par la même personne de façon très polyvalente dans les petites structures. Mélangées. Ouais. Merci. Alors on a ensuite, j'ai raté mon concours, est-ce que je peux le retenter? Bonne nouvelle. Oui, bien sûr. Alors, en fait, le nombre de passages à un concours n'est pas limité. Ça l'a été? Alors, par le passé, effectivement, il y avait un nombre encadré de présentations au concours, mais ça fait déjà maintenant assez longtemps que ce n'est plus le cas. Quelqu'un qui s'inscrit à un concours, qui passe les épreuves et qui malheureusement ne le réussit pas, pourra le retenter et s'inscrire à la prochaine session, et j'allais dire autant de fois qu'il le faut. Oui, non, il n'y a aucune limitation à ce niveau. J'en profite pour dire que ce qui est important par rapport au passage au concours, je le disais tout à l'heure, il y a des conditions, notamment de diplôme, alors qu'on n'est pas encore dans la fonction publique pour s'y présenter. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le plus important, si on veut réussir un concours, c'est quand même de pouvoir le préparer. Au-delà de la condition de diplôme, c'est pas parce qu'on a le diplôme requis que ça signifie qu'on sera assuré de le réussir. Il y a un nombre de postes limités qui sont ouverts au concours, donc seuls les premiers candidats, ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats, seront reçus. Donc il est vraiment important de se préparer aux épreuves, donc de prendre bien connaissance de la nature des épreuves, de leur programme le cas échéant, et puis de pouvoir s'entraîner, parce que souvent ce sont des épreuves qui font appel à une méthodologie et qui ne s'improvisent pas le jour de l'épreuve. Vous avez envie d'en savoir plus, vous avez des questions justement sur cet aspect, sur les concours, sur les RH, sur les métiers de la fonction publique ou de l'enseignement, on vous attend, on va bientôt devoir se quitter, donc dépêchez-vous si vous avez des questions, c'est tout de suite sur la page Facebook M2A. Je crois qu'on va prendre une des dernières questions. Pour qui est-elle? Alors, combien gagne un responsable ressources humaines? Quelqu'un qui n'était pas là il y a quelques minutes. Mais c'est très vaste. Voilà, alors, on se donne la fourchette? Oui, alors dans la fonction publique, comme le disait Gilles, ça va non seulement dépendre du poste occupé. On peut être responsable RH ou DRH et avoir une variation de salaire importante, parce que ça va dépendre aussi de sa carrière personnelle, c'est-à-dire est-ce qu'on a atteint tel ou tel grade, est-ce qu'on a passé tel ou tel concours et quelle ancienneté on a. Et ça va dépendre de la collectivité pour laquelle on va travailler, parce que autant
les grilles de rémunération, c'est des indices, c'est national et c'est décidé d'un point de vue gouvernemental, autant chaque collectivité ensuite crée son système de primes. Alors c'est encadré, hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais vous n'aurez pas forcément les mêmes primes à Mulhouse, à Colmar, à Ilzac, à Saint-Louis, etc. Et où, quelles sont les plus grandes alors? Dites-le nous. Je ne vous le dirai pas. En plus, je n'ai pas fait d'études comparatives, c'est très vaste. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile. Je vous ai donné tout à l'heure un chiffre de 3 000 € net parce que c'est quelque chose qu'on peut atteindre, mais déjà avec une carrière conséquente. Ouais. Et évidemment, c'est un emploi de catégorie A. On n'est pas trop rentré dans le jargon de la fonction publique. On n'a pas parlé des catégories, non. Ouais, on fera une autre émission. Tout à fait, mais voilà, catégorie A, c'est l'équivalent dans le privé d'un cadre ou d'un cadre supérieur. Ok. Bon, on était vraiment ravis de vous avoir autour de ce plateau, mais il va être l'heure de se quitter. Voilà, donc ce live consacré au métier de l'enseignement, de la fonction publique et des ressources humaines touche à sa fin. Vraiment, je vous remercie très sincèrement tous les trois d'être venus parler avec autant de passion de vos métiers. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos questions. On espère que ça vous a fait avancer. Merci aussi beaucoup à nos partenaires. Et alors, très bonne nouvelle, ce live, eh bien, vous allez pouvoir le revoir en VOD autant de fois que vous voulez, ou ça sur le site de M2A. Et puis surtout, vous pouvez continuer à poser vos questions. Vous n'avez pas eu le temps. Les modérateurs sont là. Ils feront tout pour répondre à vos questions et vous aider le plus possible à vous orienter dans vos choix d'études. En tout cas, n'oubliez pas une chose, si on a bien tous retenu quelque chose, c'est que c'est important de prendre du plaisir, que ce soit dans les études ou dans votre métier. Et puis, vous avez le droit de vous tromper, mais surtout, servez-vous-en pour avancer, pour continuer. Prenez soin de vous. Bonne chance. Salut.